Avertissement, la vidéo suivante contient un bon nombre de noms à coucher dehors provenant d'un langage semi-inventé. Je m'excuse à l'avance pour le massacre de la prononciation du nom des personnages et des planètes de l'univers de Frank Herbert. Dune est un des romans les plus célèbres de science-fiction parmi les grands classiques comme 2001 l'Odyssée de l'espace ou encore 1984. Écrit par Frank Herbert en 1965, le livre deviendra éventuellement une franchise archi-populaire produisant 5 autres volumes dans sa série originale et 2 adaptations au cinéma dont la plus récente est celle de Denis Villeneuve qui joue en salle présentement et qui connaît un énorme succès critique. Auparavant, la seule autre adaptation à avoir vu le jour avait été réalisée par David Lynch. Sévèrement critiqué à sa sortie, le film est un échec commercial. Lynch prendra ses distances par rapport à Dune, déclarant que la pression des producteurs et des studios ont restreint son contrôle artistique et qu'il n'est pas l'auteur du montage final du film. Les journalistes de l'époque jugent l'adaptation désastreuse et incompréhensible pour les gens qui ne connaissent pas le roman. D'ailleurs, avant de rentrer dans la salle de cinéma, les gens recevaient une feuille avec les termes compliqués du film pour mieux comprendre l'histoire. Malgré tout ça, la version de David Lynch est considérée comme culte aujourd'hui, et ce même parmi certains fans du livre. C'est ce qui m'a donné le goût de voir le Dune original de 1984 avec mes yeux d'adulte avant de voir celui de Denis Villeneuve. J'avais déjà vu cette version-là une fois quand j'étais jeune, vers l'âge de 8 ans, quand ça passait à TQS. Tout ce que je me souviens de ça, c'est qu'il y avait Sting puis des gros verres de sable. Sachant que j'allais aller voir la version de Denis Villeneuve très bientôt, j'ai décidé de me prep comme du monde, même si je sais que c'était pas nécessaire, en regardant le film de David Lynch, la veille vers minuit et demi. Pis, oh Christ que j'ai pogné de quoi. Les effets spéciaux incroyables, le montage chaotique puis le scénario hyper chargé ont fait en sorte que je suis resté captivé tout le long malgré qu'il était quand même tard. En partant, je suis vraiment pas un expert sur le sujet. J'ai jamais lu aucun des livres, j'ai pas vu non plus les adaptations en série télé qu'ils ont fait. L'analyse que je vais vous faire aujourd'hui, c'est vraiment juste pour vous donner mes impressions de ce que j'ai vécu en regardant ce film complètement capoté. Le film commence avec une genre de tête de princesse Léa qui flotte dans l'espace. Non, pas celle-là. Cette scène sert de prologue au film avec des explications qui durent presque 3 minutes juste pour comprendre l'histoire qui est ultimement pas tant compliquée en plus. On est en l'an 10191. L'univers connu est gouverné par l'empereur Padishah Shaddam le 4e du nom. Le père de la fille qui parle. La substance la plus précieuse de l'univers est appelée le Spice Melange. The Spice Melange. Une drogue qui prolonge la vie et élargit la conscience. L'épice permet également à la guilde spatiale de plier l'espace-temps à l'aide de ses navigateurs ayant muté sous l'effet d'une exposition constante à l'épice, permettant un voyage interstellaire sûr et instantané. En plein milieu de son speech, la tête fade out puis fade in tout de suite après juste pour nous dire qu'elle a oublié de quoi. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes. I forgot to tell you. Le Spice Melange existe juste sur une seule planète, pleine de sable, appelée Arrakis. Elle nous raconte également que sous la Terre et dans les cavernes d'Arrakis, des habitants locaux nommés les Fremen sont cachés et selon la prophétie, ils attendent la venue d'un messie qui viendra les sauver. Dune. Ensuite, après un générique de sable accompagné par une musique fucking épique qui est composée par Toto, on a droit à un autre genre de prologue raconté cette fois-ci par un robot qui nous explique les différences entre les planètes qui ont rapport dans l'histoire. La planète Arrakis, où on peut y trouver le Spice Melange. La planète Caladan, maison de la maison Atreides. La planète Giedi Prime, maison de la maison Harkonnen. Et la planète Kaitan, maison de l'empereur de l'univers connu. La guilde galactique envoie une délégation chez l'empereur parce que ça aurait l'air que la production d'épices est compromise. On voit un vaisseau se poser devant le Taj Mahal 2.0 et c'est la première civilisation qu'on voit du film, puis pour vrai en arrière, on dirait New York là. Les dignitaires de l'empereur sont nerveux à l'idée de recevoir la visite de la guilde, surtout ce gars-là là, assis dans une couverte. Tout le monde est fébrile, ils partent promener les chiens. La fille du début qui s'appelle Irulan demande à son père ce qui se passe, puis lui il revire de bord tout de suite et on la reverra pas avant la fin du film. Je vous rappelle que c'est la narratrice à date. L'empereur est tellement sénère qu'il calisse sa cape à terre. Une madame chauve vient parler à l'empereur. Elle, c'est genre la chef d'une secte de sorcières, mais ça, on va en reparler plus tard.
La guilde arrive finalement dans un genre de train à vapeur, dans une mise en scène qui me fait penser un peu au 5e élément. Les gars de la guilde ont l'air plutôt chill, il y en a qui vape en arrière. The Bene Gesserit witch must leave. Le porte-parole de la gang a son propre traducteur, puis il demande à la sorcière Bene Gesserit de sortir. Ça, c'est le nom de leur genre de secte. Fait qu'elle s'en va attendre l'autobus sur un banc plus loin. Une fois tout seul, le train rouvre puis révèle un estique de gros fœtus avec des bras qui flotte dans un bocal puis qui s'en vient parler dans son propre traducteur lui-ci. La guilde a voyagé en pliant l'espace pour savoir c'est quoi que l'empereur manigance, parce que c'est un croche lui. Regardez-les, là. Un vieux qu'une boucle d'oreille comme Harrison Ford. C'est sûr qu'il est louche. Fait que là, on apprend que la maison Atreides, ils se bâtissent une nouvelle armée qui se bat avec des nouvelles techniques qui utilisent le son. Le duc des Atreides, Leto, il devient de plus en plus populaire, fait que l'empereur il est comme nerveux. Il a mandaté les Atreides de s'occuper de la production d'épices sur Arrakis en remplacement de leur ennemi, les Harkonnen. Mais éventuellement, le baron Harkonnen va retourner sur Arrakis pour attaquer trop sneak les Atreides. L'empereur a même promis ses propres soldats dans le deal, 5 légions de troupes de terreur Sardaukar. Donc, les Harkonnen vont débarrasser l'empereur des Atreides de façon plutôt par en arrière. So the Harkonnens will rid you of House Atreides. Yes. La guilde est bien cool avec ça, mais ils veulent absolument que le fils du duc, Paul Atreides, soit tué. Parce que lui, il file pas pantoute. All Atreides, we want him killed. La sorcière Bene Gesserit, elle écoute tout ça sur son banc de boss pis elle est méfiante. Elle se demande pourquoi Paul. La guilde s'en va en prenant bien soin de nettoyer leurs dégâts comme le ferait le groupe Calinette. Puis les sorcières vont aller voir c'est quoi le deal avec Paul. We must have a look at Paul Atreides. Sur la planète Caladan, on a droit à un peu plus d'exposition de l'histoire de la part de Irulan, la narratrice absente de l'histoire. Les sorcières manipulent les descendances depuis 90 générations pour un jour réussir à faire naître le Kwisatz Haderach, un genre de Néo, l'élu de la matrice. La femme du duc Leto, Jessica, est membre du club des sorcières, puis elle, sa job, c'était d'avoir juste des filles. Mais oups, elle a eu un fils un jour, Paul Atreides. C'est alors qu'on voit le jeune Paul en train de jouer avec sa tablette. Il check comment ça se passe sur Arrakis. On voit les trocs avec quoi il mine le Spice Mélange. The Spice Mélange. Il pleut aussi jamais sur Arrakis, ça a l'air. La planète des Harkonnen n'est pas bien loin non plus, puis le baron a juré de détruire les Atreides puis de voler la bague du duc avec un noyau de pêche dessus. À ce moment-là, il y a 3 dudes qui rentrent dans la chambre de Paul. Le professeur Charles Xavier lui-même arrive avec une fucking grosse guide sur son épaule. Avec lui se trouve aussi le docteur Huey. Et le monsieur qui ressemble à Gargamel avec des balais à la place des sourcils puis de l'herpès tout le tour de la gueule, c'est Tufir. Tufir, c'est le mentat de Paul. Une genre de nounou robot super ordinateur, et leur caractéristique, c'est ce magnifique aspect physique autour de la bouche. Tufir, il est pas content parce que Paul se tient dos à la porte puis c'est dangereux. Mais Paul, c'est un petit vite. Il a reconnu les pas de chacun de ces messieurs. Puis ça a l'air de stresser Tufir encore plus. Those sounds could be imitated. I'd know the difference. Les 3 gars sont venus tester les habiletés de combat de Paul, et c'est Gurney, notre Jean-Luc Picard à tous, qui va s'en charger. Il dépose son sitar extra large puis il dégaine son petit couteau, mais pas avant d'avoir activé son bouclier. Et là, mes amis, on a droit à un des effets spéciaux les plus magiques du film. Une immense boîte laser se dresse autour des combattants pour nous donner un affrontement de polygones tellement enlevant. Pour vrai, jusqu'à là, dans le film, les effets visuels, ça allait. Il y avait beaucoup de maquettes, de peintures, d'effets pratiques. Mais quand j'ai vu ça, je peux-tu vous dire que je me suis rassis comme faux dans mon fauteuil? Non, mais quelle idée quand même! On voit absolument fuck all quand ils se battent. Ça reste quand même mieux que des combats de Transformers. Paul finit par transpercer la boîte de Gurney puis y mettre le couteau à la gorge, mais Professeur X avait pas dit son dernier mot. We'd have joined each other in death. Ce test était pour préparer Paul à quitter pour Arrakis bientôt. Paul demande au Dr. Huey ce qu'il sait à propos des vers sur Arrakis et ça sonne étrangement comme une question médicale. Do you have any information on the worms of Arrakis? Le docteur lui dit que leur taille varie entre 125 mètres et peuvent aller jusqu'à 450 mètres. On en apprend aussi un peu plus sur les Fremen. Ils sont dispersés un peu partout sur la planète et ils ont les yeux bleus luisants. Un effet secondaire provoqué par l'exposition au Spice Mélange. Spice Melange.
Les Atreides se doutent bien de la ruse de l'Empereur avec les Harkonnen, donc ils s'attendent à un piège sur Arrakis. Mais grâce à leur nouvelle armée et leur invention appelée le Weirding Module, une arme qui fonctionne au son, ils sont confiants de gagner cette guerre. Le Weirding Module, c'est un gun qui vient avec un collier à chien qui fonctionne grâce à des petits cris furtifs dont Paul nous fait la démonstration avec brio. Ensuite, on rencontre Duncan, un ami de Paul qui doit quitter plus tôt pour Arrakis. Lui et Paul ont un échange qui me fait penser à un autre film. I'll see you on Arrakis. May the hand of God be with you. May the hand of God be with us all, Duncan. Paul va finalement rejoindre son père, le duc Leto, qui chill dehors sous la pluie. Leto est joué évidemment ici par Pierre Bertrand du groupe Beau Dommage. S'ensuit une échange touchante entre père et fils rempli de belles paraboles et proverbes pour dire en gros que ce qui sommeille en Paul doit s'éveiller. Plus tard dans la nuit, Paul fait des rêves prémonitoires avec des mots-clés comme Arrakis, Dune, Deuxième Lune. Il fait également le fameux cauchemar que tout le monde fait où Sting essaye de te tuer. I will kill you. Il rêve également à une fille avec des yeux bleus qui lui, probablement une Fremen. Jessica, la femme sorcière du duc, sort elle aussi à la pluie avec un genre de cossin qui vole au-dessus de sa tête mais qui la protège pas du tout de la pluie. Elle vient accueillir ses sœurs sorcières au beau milieu de la nuit pour venir tester son fils avec une boîte. Elle se chicane un peu avec la chef des Bene Gesserit parce qu'elle a pas respecté sa parole en engendrant un fils. Et elle semble aussi croire que Paul est le Kwisatz Haderach. Tout ça pendant que Paul écoute subtilement malgré le fait que sa mère est une sorcière mentaliste qui peut lire dans les pensées. Paul va donc passer le fameux test de la boîte. Au début, il est pas down, mais la sorcière a des arguments assez convaincants. Puis là, le test de la boîte, c'est super fucked up. Paul demande ce qu'il y a dans la boîte et la sorcière répond juste « la douleur ». What's in the box? Pain. What's in the box? Elle sort une aiguille appelée le gum jobber, puis elle lui crisse ça sa jugulaire, puis elle lui dit « mets ta main dans la boîte, puis si tu l'enlèves, m'a saigné comme un chien ». Fait que là, évidemment, Paul procède, il met sa main dans la boîte. Là, la sorcière, elle check dans les yeux, puis elle dit « ta main pique ». Il est comme « oui, ta main chauffe ». Puis là, il est comme « oh, oui, ça chauffe ». Puis elle dit « ça brûle ». Puis ça brûle en tabarnak. Puis là, Paul, man, il a fucking mal. Il voit pas ce qui se passe dans la boîte. Il peut s'imaginer sa main dans la boîte, puis genre, ça chauffe tellement que genre des lambeaux de chair tombent, genre, on voit son sang bouillir. Puis tout le long du test, il se parle, puis il est là, faut pas que j'aie peur, faut pas que j'aie peur. Sa main, elle boucane, il hurle comme un malade. Même la sorcière elle-même est comme OK, ça suffit, esti. Elle dit enlève ta main. Puis là, genre, il enlève sa main, puis là, tout est beau, sa main est ben chill, pas une scratch dessus. La sorcière, elle en revient pas. Jamais aucun homme a réussi à endurer ce test aussi longtemps. Est-ce que ça pourrait être le Messie? C'est-il lui? C'est-il pas lui? Ensuite, la sorcière lui parle aussi de l'autre vie. Puis ça, c'est une partie que j'avais pas remarqué ma première écoute l'autre soir. L'autre vie, ça serait en fait la bile des vers naissants sur Arrakis. Ça a l'air que l'autre vie, c'est bien dangereux, puis la sorcière, elle veut pas que Paul s'approche de ça. Elle lui explique finalement la prophétie du Kwisatz. Fait que là, on se transporte sur Gili Prime, la planète des Harkonnen. Il y a un petit vaisseau qui se dirige vers une genre de grosse face de bébé, la bouche ouverte. Le pilote du vaisseau, c'est le mentat Peter de Vries. Puis on a droit à un aperçu de comment les mentats fonctionnent. Il boit un genre de petit jus qui s'appelle le jus de Safio, puis c'est le jus qui leur tache la bouche. Il y a d'ailleurs dans son vaisseau un petit miroir pour voir comment il s'en vient beau. Peter de Vries s'en va parler au baron. Et là, la plupart des scènes mettant en vedette le baron et ses sbires sont archi dégueulasses. Et celle-là commence assez rough, merci. On voit des dos dans Saro avec les oreilles cicatrisées puis des bâtons dans les yeux. Tout le monde est roux. Il y a un troisième gars en Saro aussi, puis lui est après injecter des affaires dans la face du baron qui est fucking répugnant. Sa peau est pleine de pustules puis de cloches puis de pus puis... Les Harkonnen, eux autres, ils préparent leur attaque sur les Atreides, puis on rencontre aussi les neveux du baron, Sting et son cousin Rabban. Rabban, lui, il boit un petit jus de coquerelle bien relax.
Pendant que le docteur du baron est bandé bien raide sur la maladie dégueulasse de son maître, le baron nous apprend qu'il est en contact avec un traître du côté des Atreides. And what Piter did not tell you is we have control of someone who is very close to Duke Leo. Et dans un élan de joie, le baron enclenche son soude volant qui lui permet de se déplacer parce qu'il est trop fucking gros. Puis à partir de là, la scène devient de plus en plus weird. Le baron se met à jeter de partout du genre de liquide noir, puis sous les yeux de ses sbires puis ses neveux, il viole à mort un jeune fleuriste qui avait rien demandé. Il arrache une genre de pince à mamelon, puis après ça, il se met à pisser le sang, puis regardez bien Sting, comment il trippe, genre. Après cette scène-là, j'ai sorti mon sel pour aller voir sur Wikipédia les différences entre le livre et le film pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer là, tabarnak. Le baron Harkonnen est décrit dans le livre comme un homosexuel prédateur adonné à la pédérastie et à l'inceste, un violeur et un meurtrier impénitent. Spoiler alert, dans la version de Denis Villeneuve, je vous dirais que le baron Harkonnen est surtout gros et méchant. Les Atreides quittent finalement pour Arrakis. Le duc, Jessica, Paul et son chien. C'est quoi l'affaire avec les chiens dans cet univers-là? Honnêtement, les scènes de voyage dans l'espace sont à chier. Dites-vous qu'à cette époque-là, les 3 Star Wars étaient sortis, puis les 2 premiers Alien aussi. Y a pas d'excuse. Les effets sont comme pires que des vieux épisodes de Star Trek ou de Battlestar Galactica. Je pense qu'on nous montre comment la guilde voyage en pliant l'espace comme ils disent, grâce à l'épice. Puis sérieusement, je comprends rien de ce montage-là. Le genre d'esthétique de gros fœtus du début fait des pet fire 2-3 fois de suite, puis soudainement, les Atreides arrivent sur Arrakis, où il fait calissement chaud, on dirait. Le duc retrouve son fidèle Dunkin' Donut et il affirme que les Fremen seraient en fait beaucoup plus nombreux et qu'ils sont les alliés qu'ils ont besoin. I think they are the allies we seek. Gargamel, lui, est en crise parce que le bouclier de protection de leur base est pas mis. Il a été saboté. Mais après quelques réparations, le superbe bouclier est mis en place. Paul et le duc s'apprêtent à aller visiter les mines d'épices avec Gurley et le prêtre dans l'exorcisme qui est responsable de la passation de pouvoir entre les Atreides et les Harkonnen. Mais regardez-y dans les yeux. Ce serait-tu un Fremen? Il leur explique comment fonctionne leur nouveau suit de Fremen badass qu'ils doivent porter dans le désert. Ça récupère ta sueur puis ça te le filtre via un système de pompe pour que tu puisses la boire dans un petit tuyau. Tu peux aussi apparemment pisser puis chier dans ton suit, puis quand il dit ça, le duc le regarde avec l'air de dire « J'espère que je boirai pas ma pisse par erreur ». Puis le tout vient avec un genre de petit pince-nez pour respirer dans le sable. Mais là, quand le gars inspecte le suit à Paul, il se rend compte qu'il l'a installé parfaitement comme s'il savait déjà comment le mettre. C'est-tu passé l'élu? He shall know your ways as if born to them. Pendant leur petite excursion, Paul questionne notre ami le guide et en tire des conclusions surprenantes. He must be a Fremen. Je sais pas ce qui t'a mis la puce à l'oreille, mon gars. C'est-tu sa connaissance approfondie des suits de Fremen ou c'est ses yeux bleus fucking reluisants? Le gars est complètement défoncé ses épices. Paul a aussi vraiment hâte de voir des vers qui apparemment sont les gardiens du Spice Mélange. Arrivé au véhicule qui sert à l'extraction de l'épice, l'équipe en reconnaissance aperçoit un ver qui se dirige vers leur mine. Ils doivent donc caller un autre véhicule pour venir les chercher avant l'attaque. On a droit ici d'ailleurs à un caméo de la part du réalisateur David Lynch en tant qu'opérateur radio. Le transporteur ne se présente pas, donc le duc ordonne l'évacuation des mineurs au risque de perdre l'épice. But sire, we can't leave all this spice. Damn the spice! Get out of there! Ce qui impressionne notre ami le guide. He's more concerned over his men than the spice. Ils réussissent à évacuer juste avant que le ver attaque en bouffant le véhicule ainsi que des tonnes de sable en même temps. De retour à la base, Paul se paye un petit trip psychédélique en bouffant du Spice Mélange. Dans ses hallucinations, on revoit la Fremen de ses rêves, la deuxième lune, en plus de la pochette du premier disque de System of a Down. Quand il revient à lui, il se rend compte qu'il y a une genre de petite seringue téléguidée qui s'est introduite dans sa chambre trop sneak. La seringue survole le lit en laissant une ombrage quelque peu suggestive. À la dernière seconde, Paul attrape la seringue avant qu'une petite servante Fremen se fasse tuer. La petite servante Fremen est reconnaissante puis elle est aussi complètement convaincue maintenant qu'il est le Messie. Elle lui apprend aussi qu'il y a un traître parmi eux, mais je pense qu'il s'en doute un petit peu suite à l'incident de l'aiguille. L'alarme est sonnée, ils sont plus en sécurité pantoute. Gargamel trouve quand même le temps de faire des photocopies.
Il dit qu'avec leurs boucliers, ils sont impénétrables, mais personne parle du traître. Les vaisseaux Harkonnen arrivent sur Arrakis pour attaquer. Harkonnen arrive sur Arrakis pour attaquer. Harkonnen arrive sur Arrakis pour attaquer. Harkonnen arrive sur Arrakis pour attaquer. J'avais complètement oublié de vous dire que le traître, c'est le Dr. Yueh. Puis là, il fout la merde. Il drogue Paul, puis son père s'en rend même pas compte. Même quand Paul crie « Father! Drugged! » Après ça, le duc, il trouve la petite servante assassinée avec du pu dans les yeux. Puis il se fait tirer lui-ci tout de suite après. C'est l'hostie de chien rat de Dr. Yueh. Il a désactivé le bouclier, puis il a détruit les nouveaux guns qui fonctionnent au son. Quand le duc lui demande pourquoi, Yueh répond juste I wish to kill a man. Après, il explique qu'il veut tout de même se venger du baron parce qu'il a fait de quoi à sa femme que c'est pas trop clair. Fait qu'il remplace une dent de Leto par une dent pleine de gaz mortel. Quand le baron sera près du duc mourant, il a juste à croquer la dent puis le tour est joué. Il dit qu'il faut que le baron soit vraiment proche pour que ça fonctionne, mais ça sera pas un problème parce que le baron il aime ça dégouliner sur le monde. En retour, le docteur accepte de protéger Paul et Jessica et il prend la bague du duc. On se souvient que le baron, lui, il veut la bague. Maintenant que le bouclier est descendu, les Harkonnen attaquent et... Non, le chien! Y a-t-il quelqu'un qui va sauver le chien, tabarnak? Il y a des explosions partout. Les soldats Harkonnen débarquent dans la ville. Les soldats Atreides, eux autres, ils prennent le temps de sauver les drapeaux. Oh, Jean-Luc Picard, il y a le chien! Les Atreides foncent dans le tas. Ce gars-là se fait lancer fucking loin. Jessica, qui a aussi été droguée, se réveille attachée avec probablement la pire affaire que tu peux voir en ouvrant les yeux. The drug was time. Pire, après ça, il crache dessus. Pendant ce temps-là, Sting s'amuse à torturer le duc et il va d'une des réflexions les plus élaborées du film. I wish this was Paul. Sur le champ de bataille, les Harkonnen semblent vraiment bons dans leur technique de juste pitcher du monde. Peters ordonne à un de ses rouquins d'amener Paul et Jessica dans le désert pour que les vers les mangent. Oh yeah! Duncan! Duncan, il est là. En plus, il a son bouclier polygone. Est-ce qu'il est frais? What? Mais à quoi ça sert leur maudit bouclier? Ensuite, c'est le Dr. Yueh qui se fait stabber. Pour vrai, nommez-moi un film où c'est payant d'être le traître. Pendant ce temps-là, Paul et Jessica sont amenés dans le désert par deux têtes de nœuds, littéralement. Évidemment, comme c'est des Harkonnen, c'est des estis de pervers, fait qu'ils veulent tout de suite violer Jessica. Don't touch my mother. Paul essaie de faire du mentalisme vu qu'il est un fils de sorcière, mais ça a peu d'effet. Il se réessaye une deuxième fois puis il réussit à faire enlever le baillon à sa mère, qui elle est fucking puissante avec son mind control. Elle fait en sorte que le deuxième rouquin tue le premier, puis ensuite il libère Paul qui le kick d'en face. Paul prend ensuite les commandes du véhicule. Le baron se rend compte éventuellement que le duc a pas la bague, puis Peter est comme « Ah shit, c'est vrai la bague ». Quand Leto semble être réveillé, il s'approche pour entendre ce qu'il a à dire, puis c'est là que le duc croque la dent pensant que c'était le baron qui était là. Mais finalement, Peter reçoit le gaz mortel d'en face puis meurt de façon incroyable. Le duc Leto est mort, et Jessica et Paul le ressentent même à distance. Jessica pleure dans une position qui rappelle la pochette d'Incognito de Céline Dion. Paul et Jessica s'écrasent dans une région éloignée d'Arrakis et enfilent rapidement leur costume de Fremen pour éviter les complications que le désert apporte. C'est là que Paul aperçoit finalement la deuxième lune comme dans ses rêves et il se remet à halluciner solide. Sting qui veut le tuer, System of a Down. Oh, sa mère est enceinte? Parlant de sa mère, elle fait quoi pendant que lui fixe le vide comme ça? Ces rêves, dans le fond, servent à nous servir beaucoup d'éléments de l'histoire, pareil pour quand on entend la pensée des personnages. C'est vraiment awkward par moments. Is he the one? À partir de là, je trouve que le pacing du film est vraiment différent du début. Beaucoup d'éléments sont pitchés un après l'autre. On dirait qu'on veut boucler cette histoire-là rapidement et que l'évolution du personnage de Paul est genre sur les stéroïdes. Paul trouve des plans laissés par le Dr. Yueh pour reconstruire le Wording Module. Il aurait pu aussi pas les détruire, hein? On dirait que c'est beaucoup d'efforts pour aider chaque côté du conflit, mais sans jamais vraiment aider finalement. Ils tentent de s'aventurer dans le désert à travers une tempête de sable et ils se font évidemment attaquer par des vers. Paul utilise un truc de Fremen qui crée des pulsations dans le sol parce que les vers sont attirés par les vibrations constantes. Ils se font tout de même surprendre. Les scènes avec les vers sont quand même cool et c'est la première fois qu'on les voit aussi bien. Paul demande à sa mère s'il arrive à sentir l'épice lorsque les vers sont là, mais ils ont chacun leur truc dans le nez. Do you smell it? Yes! Il demande tout le temps s'il y a une relation entre les vers et l'épice, mais le vieux dude il a dit au début, ils sont littéralement les gardiens du Spice Mélange. Le ver finit par s'en aller parce qu'un autre cossin à vibration a été enclenché. Ils sont donc pas seuls.
Comme de fait, il tombe finalement sur les Fremen. I will take the boy, man. Est-ce qu'il a toussé? Après quelques escarmouches, Paul et Jessica sont finalement acceptés parmi les Fremen. Paul rencontre enfin Shani, la fille qu'il voyait dans ses rêves. Le chef de la tribu demande à Paul quel nom il veut maintenant qu'il est un Fremen. Il choisit Paul Muad'Dib parce qu'il a entendu ça dans ses rêves. Could I be known as Paul Muad'Dib? Il découvre que les Fremen ont des cachettes d'eau un peu partout sur Arrakis dans le but d'un jour pouvoir reprendre le pouvoir sur leur planète lorsqu'ils auront accumulé assez d'eau. Est-ce qu'ils accumulent l'eau via leur sueur qui est récupérée dans leur soute? Pendant ce temps-là, toutes sortes d'affaires fucked up se passent chez les Harkonnen. Le baron a perdu la tête complètement. C'est-tu une vache? Honnêtement, c'est tellement bizarre. Les mammifères, en général, semblent pas vraiment exister dans cet univers-là. Puis une fois de temps en temps, il y a une genre de vache random toute seule qui sort de nulle part. Rabban, lui, il voit la vache puis il se pogne un piece. Pourquoi pas? Le baron donne le pouvoir d'Arrakis à Rabban dans un échange des plus délectables. I want you to squeeze and squeeze and squeeze! Give me spice! Calices qui sont dégueulasses. C'est là que Sting sort d'un sauna tout shiny avec son regard de fou, puis le baron, il se vient d'un pence carrément. Je sais pas pantoute à quoi sert ce plan-là. Je me demande s'il y a un parallèle entre genre la peau parfaite de Sting puis les pustules du baron. J'ai rarement vu des ennemis aussi exécrables et dégoûtants. Là-dessus, good job David Lynch, I guess. Chez les Fremen, Jessica devient la sorcière en chef pour remplacer la leur qui est trop vieille. Ils font une cérémonie où elle boit de l'eau de vie, je pense. Tu sais, la bile des vers des sables? Le transfert de pouvoir est réussi, mais le processus provoque la naissance prématurée de la sœur de Paul, Alia, qui naît avec toute la connaissance et le pouvoir de l'ancienne sorcière. Mais on la verra pas avant la fin du film. Ensuite, les Harkonnen font encore plein de saloperies. C'est-tu un fucking chat? Ok, attends un peu, là. Ils ont mis un poison dans le corps de Gargamel, puis pour pogner l'antidote, il faut que chaque jour, il traite son propre chat. J'ai mis les mains et j'ai juste... Simplement... Vous voyez, j'ai... Juste... Sérieux, je les haïs tellement, là. Checkez comment que le chat, il trippe pas. Puis il y a un rat d'embarquer sur le dos. Pourquoi? Il faut-tu qu'il traite le rat aussi? Sur Arrakis, Paul et Shani se roulent des pelles à fond la caisse. La fille, elle a dit genre 3 répliques depuis qu'elle est là, puis après ça, elle French à pleine bouche. Paul fait un speech à tous les soldats Fremen et il va leur enseigner comment utiliser l'arme qui marche au son. Stilgar, your leader, has asked me and my mother to teach you the Weirding Way, to crush the Harkonnens. L'entraînement débute. Paul demande aux Fremen d'essayer de péter une grosse roche incassable. Il dit « Ah ouais, kick dessus, frappe dessus, crie dessus. » Il y en a même un qui essaye avec une fucking grosse scie pis ça marche pas. Mais quand Muad'Dib utilise son canon en criant « Shahaska », la roche pète tout de suite et les Fremen trippent sur Paul ben raide. En criant son nom aussi, Muad'Dib, ça a l'air de marcher avec le gun. Paul ensuite semble savoir immédiatement que l'étape suivante dans son cheminement personnel, ça serait de conquérir les vers de sable. They are ready to fight, yet in order to lead them, I must conquer the worm. Donc il décide tout bonnement comme ça de tenter le coup un jour et de se donner en show devant les autres en attirant un verre puis en s'agrippant après comme un Christ de fou dans la tête. Ben sacrément, ça marche. Puis après avoir mis des cordes, le chef Fremen vient le rejoindre pour rider des verres avec lui. Braver sur sa moto le vent, laisser l'été avoir 15 ans. Les Fremen enchaînent ensuite une série d'attaques sur les véhicules d'extraction pour faire arrêter la production d'épices et attirer l'attention de l'empereur et de la guilde. Pendant près de 2 ans, Muad'Dib fait vivre l'enfer à Rabban qui tente de cacher ce qui se passe à son oncle le baron. Ah oui, pendant le montage, on nous montre aussi pour la première fois la face de la sœur de Paul qui grandit mentalement à une vitesse folle comme ses pouvoirs. Puis aussi le fait que Paul et Shani s'aiment de plus en plus sans jamais se dire rien. Pendant une de leurs attaques, Paul retrouve Charles Jean-Luc Xavier Picard qui a survécu puis qui est rendu avec un fucking pad nice. La guilde vient apprendre à l'empereur que la production d'épices est arrêtée sur Arrakis. Puis s'il fait rien pour remédier à la situation, ils vont le mettre dans un amplificateur de douleur. Dans ses rêves, Paul voit que la guilde veut surtout pas qu'il boive l'eau de vie puis arrive plus à voir son futur, fait qu'il décide de boire de l'eau de vie. I must drink the sacred water.
Même si tous les hommes qui ont essayé avant lui sont morts. Ils font sa cérémonie à lui dans le milieu du désert puis ils l'attachent comme une momie. Ok, quand ma mère elle l'a fait, elle était dans une salle avec plein de monde couché sur un matelas puis moi il faut que je sois dans le désert. Parlant de sa mère, on l'a pas revu depuis cette scène-là. Il boit l'eau de vie, puis là soudainement il y a plein de vers qui arrivent mais il attaque pas. Paul se met à saigner des yeux. Là, on voit finalement sa mère et sa sœur qui sont pas avec eux, mais eux autres aussi, ils saignent de partout, genre. Puis là, t'as la sorcière du début, la chef, qui saigne aussi de partout. Paul se met à catcher plein d'affaires. Les vers, c'est l'épice. L'épice, c'est les vers. Ultimement, ce qu'il veut dire, c'est que c'est les vers qui produisent l'épice, ils sont donc pas juste les gardiens. Puis lui, maintenant, il contrôle genre les vers complètement, puis il arrive à revoir son futur à nouveau, fait que tout est réglé. Father, the sleeper has awakened! Je suis l'élu de Merlange! A storm is coming. Our storm. Il fait un speech aux troupes Fremen et c'est sur les guitares de Toto qui partent en guerre contre l'empereur. Long live the fighters! C'est l'assaut final. Il crisse plein de trucs à vibration pour attirer les vers. Checkez bien ce plan-là magnifique où Paul regarde à travers des jumelles. Il y a comme un effet de balayage de transition, genre Windows Movie Maker. Mais je pense que c'est supposé représenter les jumelles. Mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça, tu sais? Bring in that floating fat. Dans le vaisseau de l'empereur, il fait venir le baron de façon très courtoise pour lui montrer la tête coupée de Raban. Regardez, c'est la fille qui faisait la narration au début. Elle est revenue. Pourquoi c'est elle qui raconte l'histoire si c'est la fille du méchant? Soudainement, Alia, la sœur de Paul, arrive tout bonnement. La sorcière en chef peut même pas parler parce qu'elle est trop puissante. J'imagine qu'elle a utilisé son mentaliste pour que des gardes l'escortent jusque-là, mais nous, on n'a rien vu de ça, là. Emperor, I'm afraid my brother won't be very pleased with you. Elle fait des menaces à l'empereur, mais elle est pas tellement menaçante. Oh fuck! Regardez, on voit très bien que la petite fille rit en disant ses répliques. Ils apprennent donc qu'elle est la fille du duc et de Jessica et que son frère Paul, c'est lui, Muad'Dib, qui fout la merde depuis 2 ans. Paul is Muad'Dib. La narratrice, elle regarde les autres l'air de dire c'est qui Muad'Dib. Paul fait sauter les canyons avec une bombe atomique et une tempête de sable s'ensuit qui fait tomber le bouclier protecteur. Alia prévient l'empereur que c'est son frère qui attaque. Les généraux de l'empereur sont nerveux, surtout lui qui vient de sniffer de la peinture tellement il est stressé. L'empereur ordonne au baron de s'occuper de la petite fille, puis le baron est comme « Nice, un enfant ». Paul et les Fremen arrivent top badass à cheval sur plein de vers avec leurs fusils à son prêts à tirer. Sérieux, juste les vers seraient suffisants dans le fond? C'est la plus grande menace du film. Ok, dans les sous-titres, à chaque fois qu'ils tirent avec leur gun à son, ça dit qu'ils crient « Shahaska », mais on dirait qu'ils disent jamais la même chose. Ah oui, c'est vrai, des fois, ils peuvent dire Muad'Dib. Avec le go de son frère, Alia fait voler le baron jusqu'à elle. Elle le slice d'en face avec son gum jobber puis elle lui arrache ses pinces à mamelon. Ensuite, il revole dans la gueule d'un verre. Sérieux, c'est trop pas une mort assez satisfaisante pour un aussi horrible personnage. Surtout pas par un enfant, tu sais. Ça aurait été bien mieux genre Charles Xavier qui lui pète ses pustules avec sa dague ou qu'il tabasse avec sa crise de grosse guitare. Parlant de dague, le dernier plan de la bataille qu'on voit, c'est Alia au ralenti, les yeux fermés, qui tient un couteau avec plein de morts autour d'elle. Comme si elle les avait toutes butées, mais on n'a rien vu de ça. Puis elle a rien fait avec son couteau. La scène finale, l'empereur, la guilde et les Harkonnen sont comme prisonniers des Fremen dans une genre de salle de trône. Sting est là. Paul fait un speech moralisateur, puis regardez, esti, elle dormait en plus. Elle devait trouver ça long à rien crisser de tout le film. La sorcière en chef en perd tous ses moyens parce que Paul est juste trop puissant. Comme l'affirme ce gars-là qui a pas dit un mot du film. His word shall carry death eternal to those who stand against the righteous. The righteous! Pis ça, là, ça met Sting en tabarnak. Genre, appeler les Fremen de righteous, lui, il trouve que c'est déplacé. Venant de la part d'un peuple de pédophiles sadiques qui maltraitent les animaux, je pense qu'il est mal placé pour juger ce qui est righteous ou pas. Paul défie Sting au couteau. S'ensuit un duel entre les deux au son des tambours Fremen. Puis honnêtement, c'est le plus d'action que Sting a eu dans tout ce film-là. Il est tellement énervé, regardez-le, il sautille sur place.
Un couteau empoisonné sort trop Snake du côté de son suit, mais Paul réussit à le repousser, puis il lui plante un couteau dans la gorge après l'avoir mis au sol. Il crie Shahaska sans son gun à ultrason, puis ça fend le sol en deux, puis les yeux à Sting, ils virent blanc fucked up. Même Stilgar, il est genre « Damn, Muad'Dib, c'est hard ». Muad'Dib. Et après avoir récité un dernier proverbe à propos de Dieu, One cannot go against the word of God. Il pleut finalement sur Arrakis. Mais les Fremen ont pas l'air de triper en plus. Dans les yeux de Paul, on voit les océans de sa planète natale, Caladan. Alia déclare qu'il est le whatever. L'élu, le messie, peu importe le nom que vous voulez. Là. Ah oui, j'allais oublier de vous dire qu'au début de la scène du trône, on voit dans le coin un petit Fremen qui a le chien dans les bras. Le chien est en vie, gang! Parlant d'animaux, Gargamel est back dans cette scène-là aussi. Mais je me demande de quoi? Il a plus besoin de traire son chat. Il est pourtant encore empoisonné, à ce que je sache. Fait que le film finit, la paix est revenue, mais ce gars-là doit encore traire son chat tous les jours pour survivre. J'ignorais que le chat était une bête qu'on pouvait traire. Oh si, on peut traire tout ce qui a des mamelons. Mais j'ai des mamelons, Greg. Vous pourriez me traire? Honnêtement, c'est pas un si mauvais film que ça. J'ai quand même assez trippé. Je trouve que son plus gros défaut, mis à part les effets puis le montage bizarre, c'est qu'au tout début du film, le pacing est quand même assez bien. On sent les enjeux puis la tension qui monte. Une fois l'attaque des Harkonnen sur Arrakis, l'histoire défile tellement vite. Puis j'imagine que c'est la faute principale du studio qui voulait absolument un film de 2 heures, tandis que la première version de Lynch durait 3h30. Pour ce qui est de la version de Denis Villeneuve qui dure 2h30, le film est constitué seulement de la première moitié du livre, ce qui correspond à peu près à la moitié du film de Lynch. Et à date, pour vrai, c'est sensiblement le même film, là. Scène pour scène, mais à la puissance 10 avec des effets époustouflants et genre un visuel écœurant. Les dialogues aussi sont quelque peu allégés des informations denses à propos de l'univers puis de l'histoire. Donc pas besoin de narration étrange et de monologue mental malaisant. Le seul petit problème que j'ai trouvé dans la version de Denis Villeneuve se passe encore là après l'attaque sur Arrakis, qui se passe environ 1 heure après le début du film, comme dans celui de David Lynch. Le reste du film de Denis Villeneuve, c'est vraiment juste la fuite dans le désert de Jessica et Paul qui se finit avec la rencontre avec les Fremen. C'est vraiment peu d'histoire pour genre 1h37 de film où... Fait que c'est comme l'effet contraire. Pour être certain d'avoir assez de matériel pour faire 2 films, il a étiré la deuxième partie de l'histoire surtout, j'imagine. Mais bon, le deuxième film risque d'être payant en ce qui a trait au développement du personnage de Paul. J'ai bien hâte de voir ça. Je tiens à dire aussi que le casting dans la version de Villeneuve est superbe. Mais je pense quand même que je préfère de loin le Paul Atreides de Kyle MacLachlan. Il est tellement enthousiaste et intense dans son jeu. En comparaison, le Paul de Timothée Chalamet est plutôt drabe. Malgré tout son talent, là. They all deceive you, Mr. Brady. They only want to get to the spice melange. Oh God, not again. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également m'écrire en commentaire que je connais absolument rien à Denis Villeneuve, Dune, David Lynch et que je suis un vrai con. Seul sur la dune, espion d'amour, mes yeux jaloux lui font la cour. Je quête la femme d'or, à peau d'orchidée. Son rêve remplit mon corps, comme un goût de liberté.